vous vous êtes surtout attaché à répondre à la question centrale, la question qu'est-ce que la philosophie? Mais vous le savez très bien, tout le domaine numéro 2 est traversé par une autre question, la question anthropologique, à savoir simplement la question qu'est-ce que l'homme? Donc pour aller vite, vous retiendrez, ou on vous le rappelle simplement, que chacune des leçons de ce domaine numéro 2 ne fait que donner une réponse différente à la même question, qu'est-ce que l'homme? Et vous voyez déjà le paradoxe. Comment est-il possible et envisageable, mais qu'à cette même question, qu'est-ce que l'homme, on puisse, selon les leçons, apporter des réponses différentes? Cela confirme un peu l'idée déjà développée par Rousseau. Parce que c'est Rousseau qui disait, j'ouvre les guillemets, mais de toutes les réalités, l'homme est la réalité la plus étudiée, mais il ajoutait paradoxalement, la science de l'homme est la moins avancée de toutes les sciences. Fin de citation. Et lorsque Rousseau disait, je répète une dernière fois, de toutes les réalités, l'homme est la réalité la plus étudiée, mais paradoxalement, la science de l'homme est la moins avancée de toutes les sciences, mais c'est une manière de montrer dès le départ que l'homme est un être multidimensionnel, et en tant qu'il est un être multidimensionnel, il est insaisissable, indéfinissable. Dans la première leçon inaugurale du domaine numéro 2, nature et culture, avec vos différents professeurs, vous êtes arrivés à quelle conclusion? Mais à la conclusion que l'homme est marqué par ce que Edgar Morin appelle son unidualité. Mais lorsque Edgar Morin dit que l'homme est marqué par son unidualité, c'est une manière de dire simplement ce qui vous a été dit, à savoir que l'homme ne se définit ni par la seule nature, ni par la seule culture, vous le savez bien, mais que l'homme est une synthèse complexe d'éléments naturels et d'éléments culturels. Une façon de dire que l'homme est au point de convergence d'influences multiples et contradictoires. L'homme est au point de rencontre entre l'inné et l'acquis. Il est au point de rencontre entre le biologique et le social, entre l'hérédité et l'héritage, entre le naturel et le culturel. Une manière donc de montrer très clairement que l'homme, s'il est à cheval entre le naturel, le culturel, le biologique et le social, mais il faudrait cependant, je crois que le terme que vous avez employé, c'est celui qui a consisté à dire de l'homme qu'il est un être bioculturel. Mais quand bien même l'homme est un être bioculturel, il faudrait que vous reconnaissiez que si on mettait sur une balance ici nature, ici culture, la balance ne pencherait pas du côté nature, on est d'accord, elle pencherait du côté culture. Ce qui implique très clairement que là où l'animal est seulement ce que la nature a fait de lui, l'homme, il est ce qu'il se fait lui-même. Une manière donc de montrer, mais que la culture, elle est l'essence de l'homme. L'essence d'une chose, c'est quoi? C'est ce que cette chose a en propre et qui la distingue des autres. Donc dire de la culture quelle est l'essence de l'homme, mais c'est montrer que c'est dans, par et à travers la culture que l'homme s'élève au-dessus de la nature et se démarque radicalement de l'animal. Une manière de montrer que l'homme et l'animal entretiennent avec la nature, mais des rapports totalement opposés. Vous le savez très bien. Quel est le rapport de l'animal à la nature? C'est un rapport d'adaptation. Quel est le rapport de l'homme à la nature? Ce n'est pas un rapport d'adaptation, parce que l'homme est un animal rebelle, insoumis. Donc là où l'animal est entièrement soumis, esclave et obéissant à la détermination par la nature, l'homme, vous le savez très bien, comme dit Luc Ferry, il définit l'homme comme un être d'anti-nature. Et l'expression anti-nature vise à montrer que l'homme est cet animal-là qui a la particularité de nier et de transformer le domaine naturel immédiat. Rappelez-vous ce que disait quelqu'un qui s'appelle Roger Garaudy. Il disait, j'ouvre les guillemets, l'animal est un faisceau de réponses. L'homme est un faisceau de questions. Et après avoir dit que l'animal est un faisceau de réponses et l'homme est un faisceau de questions, il ajoute, l'action de l'homme ne s'adapte pas à son milieu, mais elle le transforme. Une manière donc de montrer dès le départ que là où l'animalité est donnée, elle est donnée au sens où le petit de l'animal, vous le savez, est déjà un animal, mais le petit de l'homme, lui, qu'est-ce qu'il doit apprendre à devenir? Mes amis, là où le petit de l'animal est déjà animal, le petit de l'homme doit apprendre à devenir
Il n'apprend pas à devenir homme, il apprend à devenir humain. Parce que donc là où le petit de l'animal est déjà animal, le petit de l'homme, lui, il doit apprendre à devenir humain. C'est pourquoi j'ai dit, l'animalité, elle est donnée dès le départ. L'humanité, elle n'est pas donnée. Elle se conquiert par un double arrachement que l'homme fait de la nature en lui et de la nature hors de lui. La nature en lui, ce sont ses instincts animaux. Comment l'homme les nie-t-il? Par la vie sociale et quand il est soumis aux normes de cette vie sociale, et la nature extérieure hors de lui, comment il la nie? Mais par l'action transformatrice du travail. Et cette double négation que l'homme fait de la nature en lui et de la nature hors de lui, mais le résultat s'appelle simplement culture. Et si je vous posais la question, où est-ce que l'homme devient humain? Mais vous me répondriez qu'il ne devient pas humain dans la solitude de ses passions ou sous l'esclavage de ses instincts animaux, mais l'homme devient humain où? Dans la société. Et comment le devient-il? Par l'éducation. Qu'est-ce que l'éducation? L'assimilation, l'intériorisation des normes et des règles de la vie sociale. Vous vous rappelez Emmanuel Kant disant, par l'éducation, on transforme l'animalité en humanité. Vous vous en souvenez? Et lorsque Emmanuel Kant disait, par l'éducation, on transforme l'animalité en humanité, il montrait quoi? Que de toutes les créatures, seul l'homme a besoin d'être éduqué. Une manière de montrer ce que dit Jean-Jacques Rousseau lui-même. Rousseau, il dit, j'ouvre les guillemets, si l'animal vivait pendant 1000 ans, Rousseau dit, au bout de la 1000e année, il serait tel qu'il était au premier jour de sa naissance. Et lorsqu'il dit, si un animal vivait pendant 1000 ans, au bout de la 1000e année, l'animal serait tel qu'il était au premier jour de sa naissance, vous l'avez compris. Rousseau est en train de montrer que l'animal, il n'évolue pas, il ne change pas, il est animal dès le départ et ne peut être autre chose qu'un animal. Donc, quelle est la qualité distinctive qui sépare l'homme de l'animal? Rousseau dit, cette qualité, elle s'appelle perfectibilité, qui habite l'homme et qui est totalement absente de l'animal. Une manière donc d'insister sur le fait que nature et culture ne se superposent pas, vous le savez très bien. Mais nature et culture, si vous regardez le mouvement des bras, j'ai envie de dire, nature et culture sont imbriquées, entremêlées de façon indissociable. Rappelez-vous ce que disait Claude Lévi-Strauss, brillant anthropologue français. C'est lui qui disait, j'ouvre d'autres guillemets, chez l'homme, on ne peut dire ni où commence la nature, ni où s'arrête la culture. Et lorsque Claude Lévi-Strauss disait, chez l'homme, on ne peut dire ni où commence la nature, ni où s'arrête la culture, c'était une manière de montrer qu'il n'y a rien chez l'homme qui relève du purement naturel et rien chez l'homme qui relève du purement culturel. Ce qu'il nous apprend donc, c'est que chaque acte posé par l'homme va manifester tout le temps cette double dimension naturelle et culturelle. Dans le cours suivant sur le travail, ce n'est pas un cours d'ailleurs, c'est une partie de nature et culture, on est d'accord? Dans le cours suivant sur le travail, à la même question, qu'est-ce que l'homme? Vous avez répondu en disant que l'homme est un animal travaillant. Et à l'occasion, vous avez montré la différence entre l'activité animale gouvernée par l'instinct et la spontanéité et le travail humain, quant à lui, qui était nécessairement subordonné à un projet rationnel. Dans le cours suivant ou dans l'étape suivante du cours sur nature et culture, à la question qu'est-ce que l'homme, le cours sur le langage a répondu en disant l'homme est un zone logicone, mais ça veut dire un animal parlant. Et de la même manière, après avoir dit que l'homme était un animal parlant, vous avez fait la différence nette entre le langage humain et la communication animale. Dans le cours suivant, normes, individus et société. À la même question qu'est-ce que l'homme, vous avez répondu très clairement en disant quoi? Mais que l'homme, il est un être essentiellement social. Une manière de montrer qu'à l'opposé de tous les autres animaux, l'homme ne peut vivre, l'homme ne peut s'humaniser, l'homme ne peut s'épanouir, ne peut développer ses potentialités, bref, ne peut se réaliser entièrement, mais que dans l'ambiance sociale et culturelle. Et à ce moment-là, vous avez montré mais que l'homme ne peut se définir que dans la coexistence originelle et originaire avec son semblable. Et donc vous aviez montré que pour l'essentiel, l'homme il est seulement ce que la société fait de lui. Rappelez-vous quelqu'un qui s'appelle Auguste Comte, pour montrer cette dépendance originaire de l'individu à l'égard de ses semblables. Qu'est-ce que dit Auguste Comte? J'ouvre les guillemets. Tout
tout en nous appartient à la société, car tout nous vient d'elle. Fin de citation. Et lorsque Auguste Comte disait tout en nous appartient à la société, car tout nous vient d'elle, c'était une manière de montrer que la société, elle conditionne l'individu. Elle détermine ses manières de penser, ses manières de sentir, ses manières d'agir. C'est la société qui forge notre personnalité et c'est la société qui fait de l'individu un sujet moral. Mais vous le savez, autant il y a cette dépendance primitive de l'individu à l'égard de la société, mais autant vous le savez, les rapports entre individu et société prennent souvent une tournure conflictuelle. Vous le savez très bien. Et d'où vient le conflit? Non seulement entre les individus, mais je dis précisément le conflit entre l'individu et la société. Vous savez bien que ce conflit-là, il découle de la contradiction qu'on peut observer entre d'une part les aspirations de l'individu et d'autre part la contrainte exercée par les normes sociales. Nous tous comme tous les hommes, nous avons souvent quel sentiment, mes amis, mais que vivre en société, c'est renoncer à sa liberté. Pourquoi nous avons le sentiment que pour une large part, vivre en société, c'est renoncer à sa liberté? Mais vous l'avez compris, parce qu'à chaque fois que l'individu dit « je veux, j'ai envie, je désire », la société dit « tu ne peux pas, tu ne dois pas ». La conséquence c'est quoi? L'individu a le sentiment, entre guillemets, de se mutiler. Ça veut dire quoi? De renoncer à ses ambitions, à ses désirs, mais pour se conformer aux normes sociales. Et donc la conséquence, vous la connaissez. Le plus souvent, au lieu de s'inscrire dans le registre du conformisme, le plus souvent, les hommes s'inscrivent, ou les individus s'inscrivent dans quel registre? Celui de la déviance. La déviance, comme vous le savez, c'est une attitude d'irrespect et de transgression de la norme. Il y a un anthropologue américain qui s'appelle Ralph Linton. À la question « qu'est-ce qu'un déviant ?» il répond, j'ouvre les guillemets, « le déviant est un membre d'une société donnée qui, en transgressant les normes du groupe, provoque contre lui les réactions de condamnation de la majorité conformiste. » Je réponds. Lorsqu'il dit Ralph Linton, j'ouvre les guillemets une dernière fois, le déviant est un membre d'une société donnée qui, en transgressant les normes du groupe, provoque contre lui les réactions de condamnation de la majorité conformiste. Mais vous avez compris que le déviant, c'est quelqu'un qui creuse un écart, mais entre lui et le reste de la société. Cependant, tous mes collègues vous ont signalé ce que je dirais entre guillemets une certaine positivité de la déviance. Parce que normalement, on ne peut pas parler de déviance positive, ce serait une contradiction. Une déviance est forcément négative. Mais quand on s'attelle, mes collègues à moi, à vous montrer un aspect plus ou moins positif de la déviance, il est lié au fait qu'il y a une catégorie de gens, je vais les appeler des êtres d'exception, très souvent dotés d'un génie et d'une intelligence supérieure. Qu'est-ce que font ces gens-là? C'est vrai qu'ils dévient, c'est vrai qu'ils transgressent et violent les normes, mais en même temps, ils sont porteurs de nouvelles valeurs qui permettent à la société de faire son examen de conscience, de se remettre en question, de s'ouvrir au changement et même au développement. Vous savez très bien à quoi je fais allusion. Je fais allusion par exemple à ce qu'on appellerait les artistes et intellectuels engagés. Ils sont déviants parce que très souvent, ils sont en rapport de rupture et d'opposition avec l'ordre social de leur époque, mais en même temps qu'ils sont en rupture avec l'ordre social de leur époque, les artistes, les intellectuels engagés, et en dénonçant et en remettant en question les maux de leur société, ils peuvent la hisser sur les cimes du développement. C'est valable pour les artistes intellectuels engagés, donc c'est valable pour les militants révolutionnaires, c'est valable également pour les philosophes, oui, d'une certaine manière. C'est valable, bref, pour ces gens, comme j'ai dit, dont l'action, elle transgresse, mais elle ouvre la société à de nouvelles perspectives. L'autre attitude à l'égard des normes sociales, c'est ce qu'on appelle la marginalité. Mais dans marginalité, nous avons marge. Et un marginal, c'est quelqu'un qui refuse de s'identifier aux valeurs du groupe social et qui, par conséquent, essaie de revendiquer des valeurs qui lui sont propres. L'autre attitude par rapport aux normes, en plus du conformisme, de la déviance, de la marginalité, c'est ce qu'on appelle l'originalité. Et l'originalité, vous le savez, elle est surtout perceptible, c'est cette catégorie de gens qu'on appelle les artistes. Donc l'originalité se manifeste par une recherche de la différence, un culte des particularismes. Enfin, dernier degré de perversion par rapport aux normes, c'est bien sûr ce qu'on appelle la folie. Il peut paraître bizarre de parler de folie dans un cours sur individu et société, mais il n'y a rien de bizarre.
mais parce que simplement, comme je dis et répète, le fou, n'oublions pas que la folie n'est pas un fait individuel, mais la folie est par essence un fait social majeur. Et dire de la folie qu'elle est par essence un fait social majeur, c'est une manière de montrer quoi? Qu'il n'y a pas de société sans fou, ou si vous en connaissez, dites-le moi. Et non seulement il n'y a pas de société sans fou, mais le fou, il est d'abord et avant tout le fou de sa propre société. Et quand nous disons en insistant que le fou est d'abord et avant tout le fou de sa propre société, mais c'est une manière de montrer que la notion de folie, elle est très confuse. Parce qu'elle est l'expression, non pas d'une privation de raison, mais elle est l'expression d'un rapport aliéné qu'un individu entretient avec les normes d'un groupe social. Ça veut donc dire quoi? Quand je reprends ce que j'ai dit, que le fou est d'abord et avant tout le fou de sa propre société, ça veut dire quoi? Vous ne pouvez pas universaliser les manifestations de la folie. Ça veut dire quoi? La folie, dans son essence la plus intime, elle est relative et ses manifestations varient non seulement d'un individu à un autre, mais vous le savez également d'une culture à une autre. La conséquence c'est quoi? C'est que tel comportement relevant ici de la folie, ce même comportement transposé dans un autre milieu culturel peut relever non plus de la folie, mais de la normalité. Et on a l'habitude donc de vous montrer très clairement que c'est pourquoi les philosophes, ils ont une attitude de prudence, de méfiance à l'égard mais de cette notion de folie. J'en connais au moins 2 ou 3. Celui qui me vient à l'esprit, c'est Nietzsche. Certains d'entre vous savent que bizarrement, à son époque, Nietzsche lui-même était considéré comme un fou. Et c'est le premier Nietzsche à nous dire, faites attention. La folie, souvent, elle est un déguisement. Qu'est-ce qu'il veut dire par là? En disant que la folie est très souvent un déguisement, c'est une manière de montrer que derrière l'apparence de folie se cache et se masque, dit-il, une intelligence supérieure. Dotée de quoi? J'ouvre les guillemets, d'un excès de savoir et d'un savoir fatal. Et donc lorsque Nietzsche dit derrière l'apparence de folie se déguise et se masque une intelligence supérieure dotée d'un excès de savoir et d'un savoir fatal, en termes simples, Nietzsche est en train de vous dire le fou très souvent c'est quelqu'un qui en sait trop. Ça veut dire quoi? Il est dépositaire d'un ensemble de secrets. Ça veut dire quoi? Quelqu'un qui a été en contact avec les vérités les plus profondes et les plus cachées de l'existence. Nietzsche dit aux yeux de la foule, il ne peut pas avoir l'apparence d'un individu normal. Mais comme je vous l'ai dit, la folie n'est qu'un déguisement pour masquer cette génie et cette intelligence supérieure. C'est la même chose chez Pascal, l'ennemi intime de Descartes, comme je l'appelle. Lorsque Descartes, dans le discours de la méthode et dans les méditations métaphysiques, a cherché à, d'abord dans la première phrase du discours de la méthode, mondialement connue, je crois que vous la connaissez, la première phrase du discours de la méthode, le bon sens ou la raison est la chose du monde la mieux partagée. Mais quand Descartes dit ça, Pascal dit, tu n'as rien compris. Si le monde se gouvernait par la raison, mais nous ne serions pas dans le désordre dans lequel nous sommes. Pascal dit, c'est la folie qui mène le monde. Et il dit, vive la folie. Pourquoi vive la folie? Parce que, dit Pascal, derrière les grandes avancées, les grandes découvertes, les inventions, vous n'avez pas des individus normaux comme vous et moi, mangeant leur tchéboudienne, buvant leurs 3 normaux, mais il dit derrière les plus grandes révolutions intellectuelles, nous avons des gens, entre guillemets, qui avaient leur grain de folie. Et c'est ce grain de folie-là, mais qui les amenait à découvrir des vérités révolutionnaires auxquelles la plupart des autres hommes n'étaient pas capables. Et Pascal dit, écoutez, nous sommes tous fous. Pourquoi nous sommes tous fous? Il dit, c'est une question de degré et de mode de manifestation. Il dit, d'un moment à l'autre de la journée, vous, moi, comme tous les hommes, nous passons de la folie à la non-folie, de la non-folie à la folie. Pascal dit, si vous n'êtes pas d'accord, acceptez qu'on braque sur vous une caméra de surveillance pendant 24 heures. Pascal dit, vous savez très bien qu'on enverra qui se déshabillerait devant un miroir, ferait des grimaces que le plus fou des fous ne ferait pas. Une manière donc de montrer très clairement que la folie, elle est la chose du monde la mieux partagée. Nous sommes tous fous, dit-il, mais chacun exprime sa folie, mais sous un mode personnel. Vous connaissez le célèbre jeu de mots de Pascal, consistant à dire quoi? Que les hommes sont si nécessairement fous qu'ils seraient fous de ne pas être fous, mais par un autre tour de folie. Et lorsque Pascal dit les hommes sont si nécessairement fous qu'ils seraient fous de ne pas être fous par un autre tour de folie, ça veut dire que là où tout le monde est fou, il vaut mieux être fou. Et encore une fois, vive la folie dans ce qu'elle a de révolutionnaire et de génial. Maintenant, maintenant, dans le cours suivant, c'est quoi? Conscience, inconscient. C'est vrai que c'est une leçon un peu longue, on est d'accord, un peu même technique,
dans laquelle, moi comme tous mes collègues, nous bavardons souvent. Mais j'aimerais vous dire que ce bavardage-là, tout ce bavardage au niveau de conscience inconscient, il tient simplement à une seule et unique idée. Quelle est la seule et unique idée que vous devez retenir de tout le cours sur conscience inconscient? Elle est la suivante. À notre question de départ, qu'est-ce que l'homme? On a toujours répondu en disant, pour schématiser, homme égale conscience. Et en même temps qu'on disait homme égale conscience, on ajoutait, par cette conscience, l'homme est maître de lui et entièrement responsable de ses actes. Cette idée-là, vous la trouvez dans toute l'histoire des idées, vous la trouvez également, mais dans toute l'histoire des religions. Parce que vous êtes d'accord avec moi que si demain ou un jour, Dieu doit nous juger, vous et moi, parce qu'il part du principe que ce que nous faisions, c'est de façon consciente, volontaire, voulue, choisie. Donc cette idée que l'homme se définit par la conscience et par la seule conscience, cette idée que l'homme se définit par la pleine lucidité, par l'entière maîtrise de lui-même et la pleine responsabilité de ses actes, eh bien c'est cette idée-là qui va être détruite, renversée totalement par le découvreur de l'inconscient et en même temps fondateur de la psychanalyse. Vous le savez qu'il est autre que le médecin viennois autrichien Sigmund Freud. Il va être le premier à dire cette égalité, elle est fausse. C'est vrai qu'il y a une dimension conscience. Mais Freud dit, écoutez bien, la conscience, elle est seulement le 10e de la vie psychique de l'homme. Et là où la conscience ne serait que le 10e de la vie psychique de l'homme, le reste, ça veut dire quoi? Les 9 dixièmes sont représentés par ce que Luis Althusser appelle le continent inconscient. Donc la révolution intellectuelle introduite par Freud, c'est de montrer qu'en réalité, l'homme ne se définit pas par cette conscience, par la maîtrise de soi et par la responsabilité des actes. Au contraire, Freud enseigne très clairement que pour l'essentiel, l'homme est le jouet, il est l'esclave de motivations souterraines, profondes, échappant totalement au contrôle de la conscience et qui lui viennent directement de l'inconscient. La conséquence, c'est quoi, mes amis? Retenez cette idée-là. C'est que dans la perspective de Freud, il s'agit de montrer très clairement que l'homme croit agir, je choisis chacun de mes mots, que l'homme croit agir lui-même de façon volontaire et consciente. Freud dit en réalité, c'est lui-même qui est agi. Chers littéraires, vous faites la différence. Celui qui agit, il est maître de l'action. Celui qui est agi, il subit l'action. Et donc, lorsque Freud enseigne qu'en réalité, l'homme croit, il a l'illusion d'agir de façon consciente, responsable, il dit en réalité, il n'agit pas de façon volontaire, lucide et consciente, mais c'est lui-même qui est agi. Agi par quoi? Je vous l'ai dit, par ces forces souterraines-là qui échappent au contrôle de sa conscience, encore une fois, et qui lui sont dictées par l'inconscient. La conséquence de cette idée, elle est terrible. Pourquoi elle est terrible? Parce que l'entière liberté de l'homme devient une illusion. L'entière responsabilité également de l'homme devient une chimère. Freud dit de façon très naïve, je pense que c'est moi qui choisis d'aimer, d'haïr, de décider dans un sens ou dans un autre. Mais il dit en réalité, les raisons profondes pour lesquelles je n'aime pas ceci ou j'aime telle autre chose ou j'oriente dans tel choix ne me sont pas guidées simplement mais par ma conscience. De manière très terre à terre, parce que c'est important, il faut que vous le reteniez. De manière terre à terre, Freud dit dans un ouvrage qui s'appelle Psychopathologie de la vie quotidienne. Il donne des exemples très terre à terre qui vous permettent de comprendre. Il dit très souvent, vous comme moi, comme tous les hommes, nous avons une couleur préférentielle. Il dit, on a beau entrer dans un magasin avec 1 million de tissus et de couleurs différentes, c'est comme si, de façon irrésistible, mais on était attiré par le blanc, par le jaune, par le vert, par le mauve. La jeune fille sénégalaise, vous l'entendez dire, man blanc ni man mauve etc. Elle pense que c'est ça. C'est sa couleur de prédilection, c'est elle qui l'aura choisi. Mais Freud, il dit en réalité, ce qui la lie au vert, au blanc, au jaune ou au mauve, il dit bon moi tout, c'est le souvenir lointain, inconscient de la couleur des habits que maman avait l'habitude de porter ou de la couleur des habits que maman faisait porter à bébé que j'étais. Et il dit, il y a une mémoire des sons, il y a une mémoire des odeurs, mais Freud dit, il y a également une mémoire des couleurs. Ça veut dire quoi? Cette couleur habituelle
habituelle des habits de maman ou la couleur habituelle des habits que maman me faisait porter en tant que bébé se loge quelque part dans mon inconscient. J'arrive à 17 ans, 18 ans, je dis, je suis attiré, c'est moi qui aime le blanc, c'est moi qui aime le rouge. Alors qu'en réalité, ce n'est pas de manière consciente, moi qui suis poussé vers cette couleur-là, mais c'est ce souvenir lointain et inconscient de la couleur des habits de maman ou de ma couleur des habits en tant que bébé qui m'oriente vers le blanc, vers le jaune ou vers le rouge. L'autre exemple qu'il donne, il peut faire sourire, même si on est mois de Ramadan, mais le philosophe est un provocateur, donc je ne me mutilerai pas. Freud dit très souvent, mais je vais le sénégaliser simplement, très souvent vous entendez les filles vous dire, mais qu'est-ce que j'ai à faire d'un homme aussi gringalé que son gay, complètement maigre, moi j'aime les hommes aux biceps saillants et aux poitrines de beurre entre guillemets, si c'est au Sénégal, vous les en train de dire, man ñoo may daaneel les gros biceps, etc. Mais Freud dit, dans yaakaar ne moo leen bëggal boppam ndekete yoo du ca lenn. Il dit, dans 99% des cas, kooku nga dégg mu naan j'aime les hommes avec des biceps, des épaules machin, Freud nee na dans 99% des cas, si tu la regardes, elle est aussi maigre que mon doigt là. Ça veut dire quoi? Elle a un complexe inconscient à l'égard de la maigreur de son propre corps. Et le complexe inconscient qu'elle a à l'égard de la maigreur de son propre corps fait que inconsciemment, elle a un désir de compensation qui lui pousse non pas vers les hommes maigres comme elle, mais vers les hommes gros. Elle dira, c'est ce concept inconscient là qui l'amène vers les hommes gros. C'est valable pour les garçons, hein, pour les hommes. Parfois vous voyez des gringalés comme moi, mais s'ils vous présentent dans la rue leur propre femme, vous dites subhanallah, est-ce que vous avez des parce que souvent c'est des baobabs ambulantes, vous les imaginez bien, et vous dites mais on comprend pourquoi Michel ne grossira pas de sitôt. Mais c'est exactement les mêmes règles. Donc, est-ce que vous avez compris? L'essentiel, c'est de vous montrer que Freud, il vous amène à comprendre que l'homme n'est pas cet être transparent à lui-même, que l'homme, encore une fois, n'est ni pleinement lucide, pleinement conscient, pleinement maître de lui et entièrement responsable de ses actes. Dans le cours suivant, qu'est-ce que l'État? Je ne répondrai pas, parce qu'on vous a déjà donné plusieurs définitions de l'État. Mais je me contenterai de dire que dans tous les cas, il y a 3 éléments constitutifs de l'État. Si un seul élément manque, il n'y a pas d'État. Le premier élément que j'ai envie d'appeler un élément psychologique, c'est l'autorité politique. Les 2 autres éléments, c'est des éléments matériels. C'est la communauté humaine ou population, et c'est enfin le territoire. Autorité politique, communauté humaine ou population, territoire. Si j'articule ces 3 éléments de manière très simple à la question qu'est-ce que l'État, nous répondrons en disant c'est une autorité politique s'exerçant sur une communauté humaine à l'intérieur d'un territoire bien déterminé. Maintenant, quel rapport l'État entretient-il avec la liberté du citoyen? Parce que c'est ça la colonne vertébrale de votre cours sur l'État. À cette question, quelle relation l'État entretient-il avec la liberté du citoyen? Vous savez que dans l'histoire de la philosophie, il y a 2 solutions extrêmes et contradictoires. La première solution, qui nous est inspirée par Spinoza et même Hegel, elle dit très clairement, mais que si les hommes ont créé l'État, dit Spinoza, ce n'est pas pour devenir plus animaux et plus automates. Spinoza dit, si les hommes ont créé l'État, c'est en même temps, mais pour mettre en place les conditions d'une liberté effective du citoyen. Et cette idée spinoziste de Spinoza, selon laquelle l'État vise la liberté, elle va être reprise, mais par tous les théoriciens du contrat social. Et quand je dis les théoriciens du contrat social, vous pensez forcément à Rousseau. Mais si vous faites attention, en même temps que Rousseau dit que le but de l'État devrait être la liberté, il précise que cette liberté n'est nulle part présente dans les États existants réels. Il dit, si l'homme était libre au départ, moi je constate une contradiction dans la condition humaine. Quelle est cette contradiction? Rousseau dit, c'est que si au départ l'homme était libre, lorsqu'il vit dans les États, il a complètement perdu cette liberté. Vous connaissez la phrase célèbre par laquelle s'ouvre le contrat social. L'homme est né libre, mais il est partout dans les fers. Et à partir de ce constat, Rousseau dit, mon travail à moi va consister à imaginer, à me représenter, à décrire
le type d'État ou la forme de gouvernance, mais qui sera apte à rendre à l'homme sa liberté originelle. Quel est le type d'État qui sera capable de rendre à l'homme sa liberté originelle? Chez Rousseau, c'est l'État démocratique, engendré par le contrat social. Contrat social dont les termes énoncés par Rousseau, mais sont restés mondialement, contrat de trouver une forme d'association qui défende et protège de toute la force commune la personne et les biens de chaque associé, en sorte que chacun s'unissant à tous n'obéisse pourtant qu'à lui-même et reste aussi libre qu'auparavant. Fin de citation. Rousseau, c'est l'une des plus belles plumes de la littérature mondiale. Pour mieux dégoûter, bien sûr. Il dit, je répète, il s'agit par ce présent contrat de trouver une forme d'association qui défend et protège de toute la force commune la personne et les biens de chaque associé. Et il ajoute, en sorte que chacun s'unissant à tous n'obéisse pourtant qu'à lui-même et reste aussi libre qu'auparavant. Pourquoi j'ai souligné? Parce que c'est assez drôle, mes amis. Vous avez envie, si vous écoutez bien, de se demander comment Rousseau peut-il écrire s'unir à tous, n'obéir qu'à soi-même et rester aussi libre qu'auparavant. Parce que normalement, quand je suis uni à tout le monde, mais je n'obéis pas seulement à moi-même. Mais quand Rousseau dit s'unir à tous et n'obéir qu'à soi-même et rester aussi libre, c'est très clair dans la manière dont le contrat est signé. Parce que quand on signe le contrat social qui est fondateur de l'État, celui qui exerce le pouvoir, il l'appelle le prince. Mais Rousseau dit, ce prince n'a rien à voir avec un roi ou bien un fils de roi. Il dit très clairement, si le prince est tenté d'abuser de son pouvoir, on le destitue et on le remplace par un autre. Donc le prince, quel est son rôle? Il dit, le pouvoir du prince est l'émanation de la volonté générale. Et le prince lui-même, qu'est-ce qu'il fait dans l'État? J'ouvre les guillemets, il est seulement l'organe de la loi. Et lorsque Rousseau dit le prince est seulement l'organe de la loi, c'est une manière de montrer que le prince n'est là que pour veiller à la bonne application de la loi. Mais attention, de quelle loi s'agit-il? Non pas comme dans nos républiques, des lois votées par des députés et une assemblée, toujours entièrement acquises à la cause de ceux qui gouvernent. Non. Chez Rousseau, les lois auxquelles moi, citoyen, j'obéis, c'est des lois à l'élaboration desquelles ma propre raison a participé. Et donc, lorsque j'obéis au prince, je n'obéis pas à sa personne, j'obéis à la loi. J'obéis à quelle loi? À une loi de ma propre raison. Et quand j'obéis à une loi de ma propre raison, j'obéis à moi-même. Et quand j'obéis à moi-même, je ne suis pas esclave, je reste entièrement libre. Vous vous rappelez la belle phrase de Rousseau, l'obéissance à la loi que l'on s'est prescrite est liberté. Mais si vous faites attention à cette phrase, le premier et le dernier terme sont souvent contradictoires. Parce que quand il dit l'obéissance à la loi que l'on s'est prescrite est liberté, reconnaissez qu'en général, obéissance et loi sont ou semblent inconciliables. Vous comme moi, nous avons le sentiment le plus souvent que là où nous obéissons, nous ne sommes pas libres. Mais vous avez compris en même temps que c'est l'originalité de Rousseau. Il est en train de vous enseigner quoi? Qu'en réalité, il n'y a pas de contradiction entre être soumis à la loi et être libre. Rousseau dit au contraire, c'est l'absence de loi qui est liberticide qui tue la liberté. Pourquoi l'absence de loi est liberticide, tue la liberté? Parce qu'il dit, elle ouvre la porte à ce qu'il appelle, je mets entre guillemets, le règne du droit du plus fort, dans lequel, comme dans la jungle, les plus forts écrasent les plus faibles. Donc Rousseau dit, c'est l'absence de la loi qui est incompatible avec la liberté. Et qu'en réalité donc, la loi n'est pas l'obstacle à ma liberté. La loi, au contraire, dit Rousseau, elle est le fondement, elle est la condition de possibilité de toute véritable liberté. Rousseau dit, attention, faites la différence entre l'homme libre et le libertin. Quelle différence y a-t-il entre l'homme libre et le libertin? Le libertin, je suis libre. Rousseau dit, il a l'illusion d'être libre parce qu'en disant, je fais ce que je veux, il se croit libre alors qu'il oublie qu'il est esclave de lui-même, de ses instincts, de ses pulsions et de ses désirs. Et donc la véritable liberté n'est pas dans le défoulement ou le déroulement des passions individuelles, mais la véritable liberté, elle est dans la soumission à la loi. Rappelez-vous également, quand il dit de manière très belle, le maître n'est jamais assez fort pour rester toujours le maître s'il ne transforme sa force en droit et l'obéissance en devoir. Et quand Rousseau ajoute, il n'y a point de liberté sans loi,
mais les gens l'oublient souvent. Quand il a dit il n'y a point de liberté sans loi, il ajoute ni là où un seul individu est au-dessus des lois. Chez Hobbes, vous ne parlerez pas de liberté. Parce que chez Hobbes, l'État ne vise pas la liberté. Chez Hobbes, l'État a pour finalité la paix et la sécurité. Pourquoi? Parce que Rousseau et Hobbes ont deux conceptions opposées de l'homme. Rousseau, il pense que par nature, l'homme est bon, raisonnable. Et il se pose la question de savoir quel type de régime politique convient à quelqu'un qui est naturellement bon et raisonnable. Il dit c'est la démocratie. Parce que l'homme, en tant qu'être naturellement bon, raisonnable, comprendra de lui-même que c'est de son intérêt que de se soumettre à la loi. Mais là où Rousseau est un optimiste, qui croit en la bonté naturelle de l'homme, j'ai envie de dire au contraire, mais que Hobbes est un pessimiste, considérant que contrairement à ce que dit Rousseau, l'homme n'est ni naturellement bon, ni naturellement raisonnable, mais il dit au contraire méchant, violent, cruel, égoïste. Et il dit quel type de régime politique peut convenir à quelqu'un qui par nature est méchant, violent, cruel, égoïste. Il dit c'est l'absolutisme. Pourquoi? Mais parce qu'il dit on doit trembler de crainte et de terreur quand on entend la voix du Léviathan. Pourquoi? C'est le régime dictatorial, absoluste, tyrannique qui convient à l'homme, parce qu'il dit sans cette terreur et cette crainte inspirée par le Léviathan. Il dit le Léviathan c'est un Dieu mortel. Dieu mortel, ça peut paraître contradictoire, mais comprenez, quand il dit Dieu mortel, il est mortel à l'égard du Dieu suprême immortel, mais à l'égard de ceux qu'il gouverne, il est simplement immortel. Et donc il dit que c'est cette répression, cette terreur inspirée par le Léviathan qui crée les conditions, non pas de la liberté, mais de la paix et de la sécurité. L'autre perspective, vous la connaissez, c'est celle qui dit, au fond, que c'est une vue de l'esprit que de penser que État et liberté seraient compatibles. Je fais allusion à ces auteurs qui disent Rousseau, tu sais toi-même, mais que ce régime de la démocratie participative parfaite, dans laquelle le citoyen est sujet et acteur, dans laquelle c'est le citoyen lui-même, en la personne de ses représentants, qui exerce directement le pouvoir, mais que ça n'existe que dans ton imagination, mais que dans la réalité, dans aucun des états historiques, l'homme n'a été rendu libre. Je fais allusion à quelle critique? Celle qui est produite par Mikhail Alexandrovitch Bakounine et simplement de l'anarchisme. Ces auteurs-là, ils nous disent quoi? Que État et liberté sont rigoureusement incompatibles. Bakounine dit, écoutez-moi bien, l'État est une escroquerie intellectuelle. Pourquoi il dit? Parce qu'on me fait croire, mais que sans l'État, je ne suis pas éduqué, je ne bénéficie pas de soins. Sans l'État, il n'y a pas de possibilité d'organisation de la vie collective. Il dit c'est l'éternel mensonge. L'État est une escroquerie intellectuelle, au sens où, dit-il, les hommes laissés à eux-mêmes seraient capables de s'auto-gouverner. Bakounine dit, je vois dans l'État deux visages. Un premier visage apparent, trompeur, mensonger. C'est le visage par lequel on me dit l'État défend et protège. Mais il dit en réalité, entre guillemets, si je tire le rideau, qu'est-ce que je vois derrière tout État? Administration, bureaucratie, mais surtout ensemble de moyens de répression, police, armée, gendarmerie, dont la finalité, dit Bakounine, est d'écraser l'individu, de le broyer et de le priver définitivement de toute forme de liberté. Écoutez bien Bakounine, j'ouvre les guillemets, les termes qu'il emploie sont assez forts. Il dit l'État est un monstre dévorant qui se nourrit de sacrifices humains. Et après avoir dit l'État est un monstre dévorant qui se nourrit de sacrifices humains, écoutez, il ajoute, l'État c'est l'immolation de l'individu, l'État c'est la négation complète de la vie. Quand est-ce que l'homme sera libre? Réponse de Bakounine, lorsque par la violence, tous les États auront été rayés, effacés totalement de la surface de la terre. Mais tant que l'État est là, l'homme n'est pas libre et il ne sera libre que lorsque l'État aura disparu. L'autre critique, c'est celle de Marx et Engels. Qu'est-ce qu'ils reprochent à l'État, vous le savez? Ils reprochent à l'État d'être une perpétuation, une continuation déguisée de quoi? De l'exploitation de l'homme par l'homme. Vous êtes habitués à la façon de penser de Marx. Il nous a suffisamment répété que toutes les sociétés humaines, de l'Antiquité à nos jours et peut-être jusqu'à la fin des temps, reposeront sur un antagonisme entre deux classes. La classe des pauvres, celle des riches, celle des dominants, celle des dominés, celle des gouvernants, celle des gouvernés, celle des exploitants et celle des exploités.
Marx dit, vous pensez que l'État est neutre, c'est faux. L'État, il a toujours été au service exclusif des dominants, des gouvernants, des exploitants. Marx dit, l'État aura toujours consacré la domination de la majorité, mais par la minorité des gouvernants. Et donc, quand est-ce que les hommes seront-ils libres? Réponse de Marx, lorsque l'État va s'éteindre progressivement pour céder la place à quoi? À une société communiste, dans laquelle, dit-il, j'ouvre les guillemets, l'administration des choses va se substituer au gouvernement des hommes. Mais dans tous les cas, qu'est-ce que la liberté? Je ne sais pas. Parce que vous le savez, la liberté a la particularité d'être un concept assez ambigu, oui, employé même dans des contextes contradictoires, multiples, au point que, mais il est presque impossible de subsumer cela à l'intérieur d'une seule définition. Je parle à de brillants littéraires, ou je l'imagine, qui connaissent forcément le mot célèbre de Paul Valéry, devant la difficulté à définir la liberté et à expérimenter la liberté. Quel est le mot célèbre de Paul Valéry, chers et brillants littéraires? La liberté, un de ces détestables mots, vous voyez le terme. Quand il dit un de ces détestables mots, même mon doigt est en train de sourire, ça doit lui rappeler quelque chose. Quand il dit un de ces détestables mots qui ont plus de... Et il ajoute ensuite, ne tarde pas en si bon chemin, qui ont plus de valeur que de sens, qui chantent plus qu'ils ne disent. Très bien. Dans tous les cas, on se contente d'examiner, non pas des définitions, mais deux grandes conceptions de la liberté. La première conception, elle dit quoi? La particularité de l'homme est d'être dépositaire d'une liberté absolue, illimitée, excessive, sans borne. Vous la trouvez chez les théoriciens du libre arbitre. Vous la trouvez également, par exemple, dans l'existentialisme athée de Jean-Paul Sartre. Les théoriciens du libre arbitre, il dit, cette faculté distinctive qui habite l'homme et qui est absente de l'animal. Ce libre arbitre offre à l'homme ce qu'ils appellent un pouvoir d'autodétermination. Et le pouvoir d'autodétermination signifie que l'homme a le privilège, lorsqu'il agit, de se laisser gouverner par sa seule volonté. Il agit en toute autonomie, ou bien comme on vous a dit, mais en l'absence de toute contrainte extérieure. Mais je disais, vous connaissez en français l'expression être laconique, c'est être bref. Donc c'était des gens marqués par la breveté du discours. Et je disais, j'étais devenu citoyen de cette laconie-là, mais parce que nous avions une belle leçon à apprendre de ces gens-là. Eux avaient compris que le bavardage ne servait à rien. Vous savez, ils enseignaient quoi? L'art du silence. Et ces gens de laconie se levaient le matin, allaient à l'école, à l'université, mais pour apprendre quoi? Apprendre des cours de silence. Des cours de silence, j'ai bien dit. Parce qu'ils avaient compris quoi? Comme disait cet auteur-là, j'ai oublié son nom, demandez demain à vos profs de français. Cet auteur-là qui disait, il n'y a rien de plus bavard qu'une lèvre au repos. Il n'y a rien de plus bavard, disait-il, qu'une lèvre au repos. Et comme il n'y a rien de plus bavard qu'une lèvre au repos, l'heure est venue, vous l'avez compris, de vous confier au silence bavard de mes lèvres, désormais définitivement au repos. Je vous remercie.